Bonjour, bienvenue dans l'espace du vilain petit canard. Je vais vous lire une traduction fidèle du texte original, sans adaptation, tel qu'il fut transmis par Hans Christian Andersen en 1843. Je vous souhaite une belle écoute. Il faisait si bon dehors dans la campagne. C'était l'été. Les blés étaient jaunes, l'avoine verte, le foin était dressé en meule là-bas dans les prairies, et la cigogne allait là sur ses longues jambes rouges. Elle parlait égyptien, cette langue qu'elle avait apprise de sa mère. Autour des champs et des prairies étaient de grandes forêts, dans lesquelles reposaient de profonds lacs. Oui, c'était vraiment agréable là, dehors sur la campagne. Dans le soleil brillant, on apercevait une vieille maison seigneuriale entourée de profonds canaux. De grandes feuilles de rhubarbe s'étendaient du mur jusqu'à l'eau. Elles étaient si hautes que les petits enfants pouvaient se tenir debout sous les plus grandes. Tout était très sauvage, comme dans la plus dense des forêts. C'est ici qu'une cane, sur son nid, couvait ses œufs. Elle commençait à se fatiguer, parce que cela durait depuis bien longtemps. Elle avait rarement de la visite, car les autres canes préféraient aller nager dans les canaux plutôt que de courir jusqu'à son nid pour s'asseoir sous une feuille de rhubarbe et parler avec elle. Un jour, enfin, les œufs craquèrent les uns après les autres. On entendit « piou piou ». C'étaient les petits, bien vivants, qui sortaient la tête de leur coquille. « Ouin, ouin » répondit-elle. Et très vite, ils cancanèrent tous ensemble, autant qu'ils pouvaient, et tournaient la tête de tous côtés sous les feuilles vertes. La mère les laissa regarder partout, comme ils voulaient, et découvrir leur environnement. « Comme le monde est grand !» dirent les petits tout juste sortis de leur coquille, qui découvraient les alentours avec leur regard tout neuf. « Croyez-vous que cela est le monde entier ?» s'amusa la mère. « Il s'étend loin sur l'autre côté du jardin, droit dans le champ du prêtre. » Mais là, je n'ai jamais été. « Allons, êtes-vous bien tous là ?» demanda-t-elle. Et elle se leva. « Ah non, je n'ai pas tout le monde. Le plus grand œuf repose là encore. Combien de temps cela va durer ? C'est tellement long. Je suis fatiguée de cette attente. » Et elle alla se recoucher sur son œuf. « Eh bien, comment cela va ?» demanda une vieille cane qui venait en visite. « Cet œuf prend trop longtemps, » répondit la mère qui couvait toujours. « Il ne veut pas craquer. »« Mais vois maintenant les autres. Ne sont-ils pas les plus agréables petits canetons qu'on ait jamais vus ? Ils ressemblent tous à leur père, le vaurien. Il ne vient pas, lui, me visiter. »« Laisse-moi voir l'œuf qui ne veut pas éclore, » dit la vieille. « Je suis sûre que c'est un œuf de dindon. J'ai été trompée aussi une fois, et c'est beaucoup de peine et de désagrément avec les petits, car ils sont peureux dans l'eau. Je ne pouvais rien en obtenir. Je criais, je hurlais, mais cela n'aidait pas. Laisse-moi voir cet œuf. »« Oui, c'est cela. C'est un œuf de dindon. Laisse-le là et apprends plutôt à tes autres enfants à nager. »« Je veux bien pourtant le couver encore un peu, » dit la cane. « Je suis déjà restée si longtemps que je peux bien rester quelques jours de plus. »« Comme tu veux, » répondit la vieille, et elle passa son chemin. Enfin, un jour, le grand œuf craqua. « Piou, piou » fit le petit en se roulant hors de sa coquille. Il était si grand et si laid. La cane le regardait. « C'est un caneton terriblement grand, » pensait-elle. « Aucun des autres ne lui ressemble. C'est sûrement un petit de dindon. » Eh bien, nous allons bientôt le savoir. Allez, dans l'eau, même si je dois les pousser de force. Le jour suivant était très agréable. Le soleil brillait sur les feuilles vertes, et la mère cane descendit vers le canal avec toute sa famille. Elle sauta dans l'eau. Plouf ! Coin, coin, cancana-t-elle. Et les canetons se laissèrent glisser du bord les uns après les autres, plongeant ensemble leur tête sous l'eau, remontant aussitôt, et à nouveau recommençant. Ils nageaient si facilement, leurs pattes allaient toutes seules. Ils étaient tous dans l'eau, et même le petit lait aigri nageait avec. « Non, ce n'est pas un petit dindon, » pensa-t-elle. « Regarde comme il utilise joliment ses pattes, et comme il tient droit tout seul. C'est mon propre petit. Il est en réalité tout à fait joli quand on le regarde correctement. « Ouin, ouin, venez avec moi.
je dois vous conduire dans le monde et vous présenter dans la cour des canards. Mais tenez-vous toujours près de moi, afin que personne ne marche sur vous. Et prenez garde aux chats. » Ils arrivèrent tous dans la cour des canards. Là était un terrible vacarme. 2 familles se battaient pour une tête d'anguille, mais à la fin, c'est le chat qui l'a pris. « Voilà, cela se passe ainsi dans le monde, » expliqua la mère cane en se léchant le bec, car elle aurait bien voulu elle aussi sa part de la tête d'anguille. « Marchez, disait-elle, vous pouvez cancaner, et inclinez-vous devant la vieille cane là-bas. C'est la plus distinguée de tous. Elle est de sang espagnol, c'est pour cela qu'elle est si grosse. Regardez, elle a un ruban rouge autour de la jambe. C'est quelque chose de particulièrement beau, et la plus grande distinction qu'une cane puisse avoir. Cela signifie qu'on ne veut pas la perdre, et qu'elle doit être reconnue à la fois par tous les animaux et les humains. Allons, remuez-vous, reprit-elle. Ce vilain petit caneton ne doit pas venir si près d'ici, dirent les habitants de la cour des canards en entourant les nouveaux venus. Effectivement, le petit, laid et gris, était picoré, poussé et moqué à la fois par les canes et les poules. « Il est trop grand !» dirent-ils tous ensemble. Le dindon, qui était né avec des éperons et qui pour cela croyait qu'il était un empereur, se gonflait lui-même comme un navire gonfle ses pleines voiles. Il alla droit vers le petit en gloussant, et il devint tout rouge. Le pauvre caneton ne savait plus comment se tenir ni où aller. Il était très attristé, car il était si laid et devenait sujet à moquerie de toute la cour des canards. Ainsi fut le premier jour. Mais ensuite cela empira. Le vilain petit canard était chassé par tous, et même ses frères et sœurs étaient méchants avec lui, et lui disaient toujours « Puisse le chat vouloir te prendre, toi, vilain monstre !» Et la mère ajoutait même « Puisses-tu partir loin ?» Et les canes le mordaient, et les poules le picoraient, et même la fille qui les nourrissait lui donnait des coups de pied. Alors, un jour, il voulut s'enfuir. Il passa par-dessus la clôture. Les petits oiseaux dans les buissons s'envolèrent, tout effrayés. « C'est parce que je suis si laid, » crut le caneton. Il ferma les yeux, prit son envol et s'éloigna. Il arriva ainsi dans le grand marais où les canards sauvages habitaient. Il se reposa là toute la nuit, bien fatigué et bien triste. Au matin, les canards sauvages volaient au-dessus de lui et observaient leurs nouveaux camarades. « Qu'est-ce que tu es ?» demandèrent-ils. Le caneton se tourna de tous les côtés et saluait aussi bien qu'il pouvait. « Tu es terriblement laid, dirent les canards sauvages. Mais cela nous est bien égal, tant que tu ne te maries pas dans notre famille. » Le pauvre caneton ne savait pas du tout ce qu'était le mariage. Il espérait seulement obtenir la permission de rester dans les roseaux et de boire un peu l'eau des marais. Il se reposa là pendant 2 jours entiers. C'est alors qu'arrivèrent 2 oies sauvages, ou plus exactement 2 jarres sauvages, car c'étaient des mâles. Ils n'étaient pas sortis de l'œuf depuis longtemps, c'est pour cela qu'ils étaient si fougueux. « Écoute, camarade, disait-il, tu es très laid, mais nous pouvons t'aimer. Veux-tu nous suivre et devenir un oiseau de passage ? Près d'ici, il y a un autre marais, où vivent quelques douces oies sauvages, presque toutes demoiselles, qui pourraient te parler. Tu es très laid, mais tu pourrais tenter ta chance auprès d'elles. » Retentirent des bruits de canon de fusil au même instant, et les 2 jeunes oies sauvages tombèrent mortes dans les roseaux. L'eau devint rouge de sang. Retentissaient à nouveau les canons, et une troupe entière d'oies sauvages s'envola au-dessus des roseaux. Puis un coup encore se fit entendre. C'était une grande chasse. Les chasseurs rampaient, couchés autour du marais. Certains s'étaient postés en hauteur, dans les branches des arbres, et seule une fumée bleue semblable à des nuages en sortait, puis disparaissait au-dessus de l'eau. Les chiens de chasse arrivèrent, pataugeant dans le marais, entre les roseaux et les joncs qui se courbaient de tous les côtés. Ce fut une telle frayeur pour le pauvre caneton. Il cherchait à se cacher, quand un chien terriblement grand arriva tout près de lui. Sa longue langue pendait de côté, et ses petits yeux brillaient terriblement. Il ouvrit la gueule juste en face du caneton,
montra ses dents tranchantes. Puis, pataugeant, il passa son chemin sans s'en prendre à lui. « Dieu merci !» soupira le caneton. « Je suis si laid que même le chien ne veut pas de moi. » Puis, il resta un long moment tout à fait immobile pendant que les plombs sifflaient dans les roseaux et que les coups retentissaient. Enfin, vers le soir, le calme revint, mais le pauvre petit n'osait pas encore se lever. Il attendit plusieurs heures avant d'oser regarder autour de lui. Alors, il se dépêcha de s'éloigner du marais, s'envola par-dessus les champs et les prairies. Mais il y avait un tel vent qu'il avait beaucoup de peine à avancer. Vers la nuit, il vit une pauvre petite maison. Elle était si délabrée qu'elle était sur le point de s'effondrer, et on ne savait pas comment elle tenait encore debout. Le vent sifflait maintenant en tempête autour du caneton, si fort qu'il dut se poser, s'asseoir et s'y abriter. Et cela ne faisait qu'empirer. Il remarqua alors que la porte de la masure était sortie de ses gonds et était penchée, si bien qu'on pouvait se glisser à l'intérieur à travers la fente, et c'est ce qu'il fit. Ici habitait une vieille femme avec son chat et sa poule. Le chat, qu'elle appelait son fils, savait arrondir son dos et ronronner. Il pouvait même lancer des étincelles quand on le caressait à rebrousse-poil. La poule avait des pattes minuscules, et pour cela, on l'appelait Courte-Jambe. Elle pondait de bons œufs, et la femme tenait beaucoup à elle, comme si elle était sa propre enfant. Au matin, tout ce monde remarqua tout de suite le caneton étranger. Le chat commença à ronronner et la poule à glousser. « Qu'est-ce que cela ?» dit la femme en le regardant. Mais comme elle ne voyait pas bien, elle crut que le caneton était une canne bien grasse, qui s'était perdue. « C'est une bonne prise, reprit-elle. Maintenant j'aurai des œufs de canne, en espérant que ce ne soit pas un canard mâle. Nous allons essayer. » Et ainsi le caneton fut pris à l'essai pendant 3 semaines, mais aucun œuf ne venait. Le chat, qui était le maître de la maison, et la poule la maîtresse, disaient toujours « Nous et le monde », car ils croyaient être à eux seuls la moitié du monde, et de loin la meilleure partie. Le caneton leur disait qu'on pouvait penser autrement, mais cela la poule ne le tolérait pas. « Peux-tu pondre des œufs ?» lui demanda-t-elle. « Non, répondit le caneton. « Alors tais-toi !» gronda la poule. Et le chat dit « Peux-tu arrondir ton dos, ronronner et faire des étincelles ?» « Non, répondit le caneton. « Alors tu n'as aucune opinion à avoir, sifflait le chat. » Et le caneton s'asseyait dans un coin, bien malheureux. Un jour, il se mit à songer à l'air frais et au soleil brillant, et cela lui donna une telle envie de nager sur l'eau qu'il ne put s'empêcher d'en parler à la poule. « Que penses-tu là ?» dit la poule. « Tu t'ennuies et ainsi tu as des idées folles. Ponds des œufs ou ronronne, alors ça passe. »« Mais c'est si agréable de nager sur l'eau, » expliqua le caneton, « si agréable de la sentir sur sa tête et de plonger vers le fond. »« Ah oui, cela doit être un grand plaisir, en effet, » dit la poule. « Tu es sûrement un peu fou. Demande au chat ce qu'il en pense, lui, qui est le plus sage animal que je connaisse, et regarde s'il tient à nager dans l'eau ou à plonger. Et je ne te parle pas de moi-même. Demande aussi à notre maîtresse, la vieille femme. Personne dans le monde n'est plus sage qu'elle. Crois-tu qu'elle a envie de nager et de sentir l'eau sur sa tête ?»« Vous ne me comprenez pas, » s'attrista le caneton. « Nous ne te comprenons pas. Alors, tu dois être plus sage que le chat et que la femme, sans parler de moi. Allons, cesse de te monter la tête, petit, et remercie le bon Dieu de toute la bonté qu'il a eue pour toi, lui qui t'a mis dans une pièce chaude et qui t'a permis de nous fréquenter afin d'apprendre tant de choses. Mais tu ne fais que te plaindre, et ce n'est pas agréable d'avoir affaire à toi. Tu peux me croire, je te veux du bien. Je te dis la vérité, et c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour quelqu'un. Ponds des œufs ou apprends à ronronner, et sinon ferme ton bec. »« Je crois que je vais aller dans le vaste monde, » déclara le caneton. « Oui, vas-y, rétorqua la poule. Et c'est ainsi que le caneton repartit. Enfin, à nouveau, il nageait sur l'eau et plongeait. Mais, partout où il passait, les animaux le méprisaient à cause de sa laideur.
L'automne arriva. Les feuilles dans la forêt devenaient jaunes et brunes. Le vent les soulevait, les faisait danser. Et bientôt le froid arriva. Les nuages étaient lourds de grêle et de flocons de neige, et le corbeau, glacé, s'asseyait sur la clôture et croassait. Oui, on pouvait geler rien qu'en y pensant, et le pauvre petit caneton n'était pas à l'aise. Un soir, alors que le soleil se couchait, un groupe entier de grands oiseaux superbes sortit des buissons. Le caneton n'avait jamais rien vu d'aussi beau avant. Ils étaient éblouissants, tout blancs, avec de longs coups souples. C'étaient des cygnes. Ils émettaient un son tout à fait étrange et déployaient leurs longues et magnifiques ailes. Ils partaient loin, des froides régions, vers des terres plus chaudes, par-delà les mers. Ils s'envolèrent si haut et s'éloignèrent si vite. Le vilain petit caneton en était tout affecté. Il tournait en rond dans l'eau comme une roue, et tirait le cou haut vers le ciel, et émettait un cri si fort et si étrange que lui-même en était effrayé. Il ne pouvait pas oublier ces beaux oiseaux, ces oiseaux si vivants. Dès qu'ils furent hors de sa vue, il plongea vers le fond pour se calmer, mais en remontant, il était toujours bouleversé. Il ne savait pas comment ces oiseaux s'appelaient, pas où ils allaient, mais pourtant il était ému, comme il ne l'avait jamais été. Il ne les enviait pas. Comment aurait-il pu avoir l'idée de se souhaiter pour lui-même une telle beauté? Il aurait simplement été satisfait que les canards l'aient toléré parmi eux, lui, le pauvre animal si laid. L'hiver devint de plus en plus froid. Le caneton devait bouger sans cesse dans l'eau pour l'empêcher de geler. Mais chaque nuit, le trou dans lequel il nageait se resserrait. Cela gelait tant que la glace craquait, et le petit devait battre des pattes encore et encore pour que le trou ne se referme pas. À la fin, épuisé, il se retrouva tout à fait immobile, pris dans la glace. Tôt le matin, un paysan arriva, et voyant le caneton, il se précipita pour casser la glace en morceaux avec son sabot de bois. Puis il l'emporta chez lui et le tendit à sa femme. Là, il revint à la vie. Les enfants voulaient jouer avec lui, mais le caneton croyait qu'il voulait lui faire du mal, et de peur vola dans le pot de lait, qui se renversa dans la pièce. La femme cria après lui, et le frappa avec les pinces à feu. Les enfants couraient tous ensemble pour l'attraper, ils riaient et ils criaient. C'était suffisant, et profitant que la porte était ouverte, il s'échappa entre les buissons tout juste recouverts de neige fraîche, et il resta là, tout à fait épuisé. Mais cela deviendrait bien trop triste si je racontais toutes les misères et la détresse que le pauvre caneton dut subir durant ce rude hiver. Il reposait là, dehors dans le marais entre les roseaux, quand un jour le soleil recommença à briller et à le réchauffer. Les alouettes chantèrent. Ce fut un agréable début de printemps. Soudain, il réussit à déployer ses ailes, et il s'envola. Elles battaient l'air plus fort encore qu'avant, et le portaient plus solidement. En un rien de temps, il se retrouva dans un grand jardin où les pommiers étaient en fleurs, où les lilas embaumaient et leurs longues branches vertes pendaient jusque dans les canaux courbés. Oh, c'était si agréable ici, si printanier, si frais. Et juste devant lui, sortant d'un fourré, arrivèrent 3 superbes cygnes blancs. Ils glissèrent dans l'eau et nagèrent si légèrement. Le caneton reconnut les magnifiques oiseaux et fut saisi d'une étrange mélancolie. « Je voudrais les rejoindre, ces royaux oiseaux, mais ils vont me frapper à mort si j'ose m'approcher d'eux, moi qui suis si laid. Mais cela m'est égal. Mieux vaut être tué par eux qu'être mordu par les canes, picoré par les poules et frappé du pied par la fille qui s'occupe de la cour des canards, ou de souffrir de faim pendant l'hiver. » Alors, il entra dans l'eau en nageant vers les magnifiques cygnes. Eux, le voyant s'approcher, glissèrent vers lui en ouvrant leurs ailes. « Tuez-moi seulement !» dit le pauvre animal, et il baissa la tête vers l'eau en attendant la mort. Mais que vit-il alors dans l'eau claire? Il aperçut sa propre image, mais il n'était plus un oiseau gris, sombre et maladroit, laid et repoussant.
Il était lui-même un cygne. Ce n'est pas grave d'être né dans la cour des canards quand on vient d'un œuf de cygne. Il était transporté de joie, malgré toute la détresse et la misère dont il avait souffert, maintenant qu'il connaissait le bonheur et découvrait la splendeur qui l'entourait. Et les grands cygnes nageaient joyeusement autour de lui et le caressaient avec le bec. Dans le jardin, quelques petits enfants arrivèrent et jetèrent du pain et du grain dans l'eau, et le plus petit d'entre eux cria « Il y a un nouveau !» Et les autres enfants jubilèrent « Oui, un nouveau est arrivé !» Ils tapèrent dans les mains et dansèrent ensemble en courant vers leur père et leur mère et en jetant encore du pain et des gâteaux dans l'eau, tout en disant « Le nouveau est le plus beau, le nouveau est le plus beau !» Et les vieux cygnes s'inclinèrent devant lui. Alors, très embarrassé, le jeune cygne cacha sa tête sous son aile. Il ne savait que faire, comment se tenir, car c'était trop de bonheur pour lui. Ce n'était pas de la fierté, car un bon cœur ne devient jamais prétentieux. Mais il se rappelait comme il avait été persécuté et haï, et il les entendait maintenant tous dire qu'il était le plus beau de tous les beaux oiseaux. Les lilas inclinèrent leurs branches vers lui, et le soleil brilla si fort et fut si doux. Alors, ses plumes se gonflèrent, son mince cou s'étira, et de cœur jubila. Tant de bonheur, je ne pouvais pas en rêver quand j'étais le vilain petit canard. Je vous remercie pour votre écoute. Un like, un partage ou un commentaire m'encourageront beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à rejoindre chaque dimanche soir l'espace d'un nouveau conte.